tous, merci d'être là ce samedi midi pour ce forum autour de la violence, avec ce midi Laure Bourrèges, à l'occasion de la parution de ce premier roman qui est apparu à la rentrée de septembre 2020, La fille du père, aux éditions POL, une lettre qui raconte la domination, l'emprise, le ravissement d'un père sur sa fille, qui lui donne au départ les mots qu'il faut penser, et ces mots, elle va les retourner contre lui à travers l'écriture d'un livre, à travers l'écriture de cette lettre, pour se libérer, pour dire que l'écriture, c'est une manière de libérer les violences symboliques et concrètes aussi sur ce qu'on peut dire. Catherine Robert, bonjour. On vous reçoit à l'occasion de la parution de ce premier roman, La caresse du loup, aux éditions de l'Iconoclaste, un roman qui raconte l'histoire notamment de jeunes filles, dont l'une, Chloé, est agressée sexuellement. Et c'est un roman très fort parce qu'à la fois vous racontez cette agression et en même temps vous dites des choses très précises et très justes et nécessaires sur comment on apprend à parler, comment on apprend à se débarrasser de la honte quand on est un enfant et comment on apprend à mettre des mots. Moi, je voulais déjà vous questionner sur la forme même des deux textes, qui est une forme, pour ces deux romans, à la fois très précise et très forte. Pour vous, Laure Bourrèges, cette forme de la lettre, est-ce qu'elle était là dès le départ, puisqu'il y a cet aspect presque aussi dramaturgique du monologue, où vous orchestrez une dramaturgie de la langue entre ce père et cette fille? Est-ce que la forme de la lettre préexistait? Est-ce que vous vouliez écrire ou est-ce qu'elle a coulé directement pendant l'écriture? On a à nouveau un souci. C'est bon? Oui. Merci. Pour répondre à votre question, la lettre, oui, c'était un peu une évidence parce que j'avais besoin d'une forme directe d'adresse. Et donc c'est vrai que la lettre se prêtait à cette écriture et au fait de pouvoir solliciter la personne, parce que dans la lettre il y a une adresse et donc une réception, et donc si quelqu'un la lit, si quelqu'un la reçoit, on imagine que la personne va avoir une réaction, et donc ça permettait effectivement d'être dans un rapport, alors qu'il n'y a pas de discussion réelle puisque finalement c'est un monologue, ça permettait quand même d'être en interaction avec ce père qui éventuellement répondrait, qui éventuellement lirait ce texte et qui éventuellement aurait une réaction. Et voilà, donc c'est vrai que c'était un peu effectivement, la forme s'est un peu imposée à moi directement. Et vous, Catherine Robert, est-ce que l'influence aussi des contes de fées, parce que vous avez écrit préalablement aussi, vous avez travaillé sur ce genre-là, est-ce que la forme même du conte de fées, à un moment donné, a été investie via celle du roman? Alors, pour ma part, j'avais au départ commencé à écrire une sorte de témoignage. J'avais écrit sous forme de témoignage. Et donc j'avançais dans l'écriture. Et en fait, j'étais pas très satisfaite du résultat. J'avais l'impression, donc je me tenais vraiment à des faits véridiques, très précis. Et en fait, j'avais l'impression de limiter quelque chose et de ne pas parvenir à dire vraiment une vérité que je voulais raconter. Et de l'instant où j'ai accepté de choisir la forme du roman et d'accepter que la fiction entre dans mon récit, ça a tout changé. Et donc, c'est un peu paradoxal, mais en réalité, d'accepter la fiction dans mon écriture m'a permis d'aller au plus proche de la vérité, de dire le vrai. Donc effectivement, dans mon roman, je raconte une histoire vraie, je raconte l'histoire de ma sœur et moi, de ma grande sœur, qui a été victime d'une agression quand elle avait 8 ans et demi, moi j'en avais 7. Et donc je raconte cette histoire, ce cheminement des deux sœurs, mais de l'instant où j'ai accepté l'univers fictif, là ça y est, j'étais dans la vérité. Et ça a été pour moi vraiment... une fois que j'avais ça, c'était parti. L'écriture avait démarré et vraiment, et alors pour répondre à l'univers du conte, je voulais me mettre à hauteur d'enfant. Je voulais vraiment être dans les yeux de ces deux petites filles, me remettre à hauteur d'enfant plutôt. Voilà, donc c'est pour ça que le conte a dû arriver de façon assez naturelle. Ce qui nous frappe à la lecture de ces deux textes, La caresse du loup et La fille du père, c'est à quel point à un moment donné,
le langage, l'écriture sont des choses nécessaires. On va écouter un premier extrait, une archive, c'est Marguerite Duras qui nous parle, à l'occasion de la parution du Marin de Gibraltar, de la nécessité d'écrire. Vous avez le goût d'une certaine aventure intérieure ou plus extérieure encore? Quand on écrit, on l'a, vous savez, ou bien on n'écrit pas. C'est cela que vous cherchez en écrivant? Oui, je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie. Que je ne peux dire que seul. Seul pour beaucoup ou seul pour vous-même? Seul pour moi. Dans le fond, c'est peut-être la violation de secrets que vous donnez à lire à certains. C'est pas, la violation n'est pas directe, si vous voulez, je ne donne à lire que ce que je veux. Le secret est repris et traité de façon impersonnelle. Un écrivain ne livre pas son secret de but en blanc, il le transforme. Il le donne à lire dans un stade où il n'est plus reconnaissable. Si on ne ressent pas à la fois l'impossibilité d'écrire, l'impossibilité foncière, essentielle d'écrire, et la nécessité dans laquelle on est de faire, enfin, c'est qu'on n'est pas un écrivain. Une dualité, une contradiction. De conversion, de tous les instants. De tous les jours. Ça coûte un effort. Ah oui, bien sûr. C'est plus compromettant que n'importe quoi, au sens large du terme, profond. L'écriture? Oui. Oui, enfin que toute création, à l'instar de toute création, c'est ni plus ni moins compromettant que la peinture, la musique. Marguerite Duras, dans cette archive, Laure Gourège, elle nous dit que ça ne peut que passer par l'écriture. L'écriture, elle est cette forme qui permet à un moment donné de faire passer, de dire quelque chose. Est-ce que pour vous, la forme même de la littérature et le fait que ça passe par les mots, c'est de là qu'est née cette nécessité? Ça ne peut que passer par l'écriture. Oui, c'est assez drôle parce qu'elle parle à un moment justement du rapport entre la solitude et le fait que c'est des choses qu'en fait on est obligé d'écrire parce qu'on ne peut les dire que quand on est seul, et en même temps finalement le rapport à l'écriture est forcément un rapport aux autres, parce qu'on écrit pour être lu ou en tout cas pour dire quelque chose à quelqu'un, enfin il y a forcément un moment un rapport à l'extériorité, et donc c'est un vrai complexe, c'est très difficile parce que finalement on se retranche d'une certaine manière, et voilà, pour se confronter de nouveau à quelque chose qui est impossible à faire, par une autre forme qui pourrait être la parole, par exemple justement s'adresser à son père pour dire sa souffrance, et ça c'est impossible à faire directement et par la parole, et effectivement il n'y a que par l'écriture que cette possibilité se crée, dans l'illusion d'être seul évidemment, et finalement en fait dans le besoin d'être lu, donc c'est assez paradoxal. Et ce qui est particulier aussi dans le fait de nommer, c'est une fille qui écrit à son père. Est-ce que le fait de ne pas donner de nom a présidé à l'écriture, dans cette volonté peut-être de ne pas être que dans le particulier, mais c'est une fille qui écrit à son père, comme énormément de filles ou de fils pourraient écrire à leur père. Oui, tout à fait. Je pense que c'était aussi une manière pour moi de sortir de mon cadre, de mon histoire, de mon rapport singulier, et effectivement de regarder ailleurs, et puis parce que c'était pas intéressant de nommer les gens, enfin pour le coup ça n'avait pas tellement, ça ajoutait pas tellement au récit de toute façon, et effectivement c'est important au bout d'un moment effectivement de ne pas écrire que pour soi, et de s'adresser, voilà, d'avoir un regard un peu plus ouvert, et également effectivement pour moi de ne pas être moi, enfin voilà, à un moment de s'oublier aussi un peu, et puis de se dire bah, ce père c'est peut-être le mien à un moment, mais voilà, c'est celui aussi, ça peut être celui des autres, et voilà, et puis c'est pas un témoignage, c'est un roman, et donc ça c'est aussi important de le noter parce que forcément c'est un prisme, c'est une subjectivité, et qui fait que je pense que nommer quelqu'un dans ce contexte-là aurait été un peu mensonger. Et toujours en restant juste sur Duras, est-ce qu'il y a à voir avec quelque chose qui serait du ravissement, c'est-à-dire ravir les mots du père et passer de l'état d'objet à l'état de sujet? Vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, j'ai trouvé
question intéressante, je n'y avais jamais pensé. Donc merci. Je trouve qu'effectivement, c'est un retournement auquel je n'avais pas forcément songé, ou en tout cas qui s'est peut-être fait de manière inconsciente. Et donc oui, j'ai pas beaucoup plus à dire que ça, mais c'est intéressant, effectivement. Catherine Robert, dans cette idée de l'écriture comme nécessaire, comment ce texte, il a sédimenté, comment ce roman, il a sédimenté en vous? Est-ce que c'est des longues années aussi de réflexion pour passer de ce que vous saviez à la forme écrite qui soit couchée sur le papier des mots et une construction romanesque? Alors effectivement, ça a été un long cheminement, mais là, la question du mot, pour moi, est vraiment fondamentale. On pourrait se dire, bon, quand on vit un traumatisme comme ça, on va voir un psychanalyste, on fait une psychanalyse et après on va mieux. Et c'est vrai, c'est formidable, ce travail-là est formidable. Mais après ça, il y a eu autre chose. Il y a eu autre chose, c'est-à-dire que, donc effectivement, la difficulté, c'était de mettre en mots, c'était d'oser, par exemple, dire ce qui s'était passé, d'utiliser les bons mots pour parler exactement de ce qui s'était passé, plutôt que de toujours choisir des tournures qui contournent, des euphémismes. Donc le mot permettait ça, le mot écrit permettait ça. Après ça, on pourrait se demander pourquoi l'éditer, pourquoi publier ce roman. Il faut savoir que donc, les faits que je raconte ont eu lieu au début des années 80, en 84 à peu près. Il faut savoir qu'à cette époque, jusqu'en 1989, les agressions sexuelles sur mineurs, dans le cadre d'agressions sexuelles sur mineurs, on pouvait aller porter plainte jusqu'à 3 ans après les faits. C'est-à-dire une petite fille de 7 ans qui est agressée, elle a jusqu'à ses 10 ans pour aller porter plainte. Ça, c'est jusqu'en 1989. Ensuite, en 89, ça a changé, on s'est dit quand même, c'est pas beaucoup, et donc là, de 89 à 98, on a dit, bon, ce sera 3 ans, mais après la majorité. Donc, ok, tu as jusqu'à tes 21 ans. Bon, voilà, puis après, on a encore avancé. Aujourd'hui, on en est à 30 ans après la majorité. Sauf que la loi n'est pas rétroactive. Donc, pour revenir à ce dont on parlait juste à l'instant, avec ma sœur, nous avons fini, donc nous sommes allés porter plainte. Nous avons été entendus dans un commissariat lambda de quartier, puis nous avons été invités, convoqués à la brigade de protection des mineurs. Là, c'était déjà le stade supérieur. Et puis, finalement, on a reçu un papier du procureur nous disant que c'était classé sans suite. Ce qui a vraiment été un coup de couteau. Et donc, on a écrit, avec ma sœur, nous avons écrit à ce procureur et nous lui avons dit, parce que l'homme qui a agressé ma sœur est un très grand violoniste, professeur de violon notamment. Et donc, c'était un mercredi et nous avons commencé notre lettre en lui disant: nous sommes mercredi après-midi, à l'heure qu'il est, cet homme est sans doute en train de donner une leçon de musique à un enfant. Oui, il y a prescription, mais là, cet homme est en train de donner une leçon de musique à un enfant. 1 mois et demi, 2 mois après, nous étions convoqués par un autre commissariat, une autre brigade de protection des mineurs, d'un autre département de là où habite cet homme. Et là, il y a eu confrontation. Donc là, vraiment, on arrivait à un stade déjà nettement plus haut. Les mots ont été échangés. Donc là encore, on pourrait se dire, bon ça y est. Donc la confrontation, lui a été auditionné pendant 1 heure, n'a pas reconnu les faits, a continué à dire que c'était ma sœur qui était allée, que c'était elle qui l'avait agressé, et lui qui était la victime. Bref. Et donc, comme toujours, comme souvent dans les récits qu'on lit, on a cette inversion du pervers qui renverse tout. Et donc, après, donc 1 heure d'audition, et ensuite 1 heure de confrontation dans un petit bureau, donc ma sœur, l'homme et 2 policiers. Et au terme de cette heure d'audition, il a fini par reconnaître les faits. Donc effectivement, moment très important. Donc on se dit, là, ça y est, on y est. Et monsieur est rentré chez lui, on lui a ouvert la porte, il est rentré chez lui, il est allé se faire son déjeuner et continuer à donner ses leçons de violon et sa vie, tranquillement. Et là, en fait, je vous promets, vous vous dites, mais que se passe-t-il? Il faut quoi de plus? Il faut quoi de plus, puisque, en plus, sachant qu'aussi, il y avait eu une autre plainte à l'égard de cet homme. Une autre, peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas été retrouvées, mais en tous les cas, 2 sont avérées. Donc il faut quoi de plus? On est dans un bureau de protection des mineurs,
L'homme reconnaît les faits, il en dit « Au revoir monsieur, vous pouvez rentrer chez vous ». Et là, je me suis dit, nous sommes dit, c'est vraiment la littérature qui va prendre le relais, puisqu'en fait la justice ne peut rien faire de plus. Ça n'est pas rétroactif, donc la justice, là, a fait son maximum. Et je reconnais qu'elle a déjà fait... Ils n'étaient pas obligés d'organiser cette confrontation, pas du tout. Ils l'ont fait. Ils ont pris de leur temps, qui est un temps précieux, pour le faire. Et là, effectivement, c'était vraiment la nécessité de l'écriture et de la publication. Là, les lignes que j'ai écrites, ce sont les barreaux de cet homme. On ne pouvait pas faire plus, mais c'est déjà beaucoup. Avec toute cette littérature aussi qui a besoin de dire ces violences-là, surgit un mot qui est extrêmement important, qui est la honte. La honte qui doit à un moment donné changer de camp. On va écouter un extrait de Frédéric Gros, qui a écrit un livre sur la honte, un sentiment révolutionnaire, et il échange dans cet extrait avec Patricia Martin. C'est vrai que cette honte-là, alors là pour le coup, elle mérite d'être dépassée et d'être reprojetée. Parce que le pire, c'est que c'est le bourreau qui va se conduire comme de manière tout à fait éhontée, aller très bien et puis rigoler même de ce qu'il a pu faire, et la victime a honte. Alors à l'heure actuelle, bon, ça reste très difficile de parler, mais on va dire que c'est possible. En 1986, il y a donc 35 ans, c'était une autre histoire. Vous vous souvenez peut-être d'Eva Thomas, auteur d'un livre, le viol du silence. Ça a été en fait la première personne victime d'inceste à témoigner. Alors j'ai choisi de parler à Isabelle Découvert parce que j'ai envie de sortir de la honte. Et j'ai envie de dire aux femmes qui ont vécu ça que il faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu. Et moi je n'ai plus honte de répondre de mon histoire. Évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai donc écrit ce livre, et c'est à cause de ce livre que ce soir je peux être là et que je peux parler tranquillement de mon histoire. Je crois que sans l'écriture, jamais j'aurais pu faire ça. Mais j'ai dit tout ce que j'avais vécu, senti pendant 30 ans, après le viol, dans ce livre-là, et maintenant, j'ai trouvé une sorte de paix et je peux vous en parler ce soir. En 1986. Oui, 1986. C'est vrai que c'est un passage très beau parce qu'on sent bien que la honte, à partir du moment où elle se dit et où elle se partage, quelque chose comme une espèce de concrétion se dénoue, et on arrive à se dire mais c'est pas moi qui suis nul, c'est pas moi qui suis coupable, c'est pas moi qui suis atroce, c'est le système, c'est ce qu'on m'a fait qui est horrible. Et ça, c'est seulement dans le partage de la honte que peut se faire ce renversement, c'est-à-dire quand je disais que la honte, ça peut être une machine à vous faire rentrer dans des cases et à faire marcher le système. C'est-à-dire, au fond, j'accepte d'être sous-payé parce qu'au fond, je suis nul, et c'est vrai que je suis nul. D'en parler avec d'autres et de le partager, c'est là que va se faire le renversement. On se dit, mais non, ce sont les conditions de travail qui sont ignobles, c'est pas moi qui suis absolument nul. Et c'est pour ça que ce moment de partage est essentiel. Laure Bourrèges, dans cette lettre adressée au père, la narratrice dit « Désormais, je souhaitais sauver l'écriture pour chercher dans les mots l'identité dont ma vie serait dépourvue. » Et dans l'archive, Frédéric Gros parlait de cette honte aussi structurelle dans tous les rouages sociaux et politiques. Et vous mettez véritablement à nu cette honte aussi structurelle et politique dont le père est extrêmement conscient. C'est-à-dire qu'il a un poste important, c'est lui qui maîtrise les mots. Est-ce qu'il y avait cette volonté véritablement de casser cette logique-là et de remettre, presque, on pourrait dire, du cœur, de l'émotion dans des mots qui sont souvent dépourvus d'émotion de la part du père? J'ai aucun souvenir de cette phrase-là, donc c'est intéressant. Oui, effectivement, je pense que, surtout par rapport à ce texte qui est principalement sur la question de l'emprise, c'est donc une construction qui n'est pas autour des faits, il n'y a pas un fait, voilà, un viol, un événement, mais c'est plutôt, je dirais, une histoire qui est vraiment sur le long terme, sur 10, 15, 20 ans, et donc une sorte de déconstruction en fait identitaire qui est faite par le père
et qui effectivement transforme l'identité en un sentiment de honte profond et de nullité, comme il le dit justement, on se sent nul, on se sent minable, on sent qu'on est incapable de mener à bien n'importe quel projet, et en tout cas sans l'aide du père, sans l'aide de cette personne-là. Et effectivement, la question du vocabulaire et des mots qui était propre justement au père, qui est voilà, une figure un peu intellectuelle, professorale, de philosophie, et qui a un rapport extrêmement justement, je dirais, scientifique à la langue. Et donc effectivement qui se détache beaucoup de l'humain et du... Voilà, c'est pas un rapport, je dirais, affectif en tout cas. Et voilà, il donne tout le temps des mots à apprendre qui servent à rien, enfin en tout cas, qui sont pas des mots du quotidien en tout cas. Et donc, et autour de ça, c'est drôle parce qu'il y a une espèce de... Il y a une abondance de mots et en même temps un silence écrasant qui est le silence affectif, et donc aucun mot qui aurait attrait à l'amour ou à l'affect, et en même temps voilà cette abondance de mots, je sais plus, je crois qu'il y a héraldique ou je sais plus, voilà, et l'écriture effectivement de ce texte peut être considérée effectivement comme un renversement, de récupérer effectivement les mots pour en faire quelque chose de du coup, à l'inverse du silence, de la parole écrite, et en même temps en conférant à ces mots-là une forme en tout cas d'humanité et de souffrance qui les sort d'une simple mécanique purement littéraire et scientifique. Est-ce que vous rejoignez ce que disait Catherine Robert très justement sur le fait que les mots sont une sorte de prison aussi, dans lequel là Jean-Loup l'agresseur est emprisonné? Est-ce que là les mots fonctionnent aussi comme des sortes de barreaux pour le père, c'est-à-dire de retourner ces mots-là, et le fait que le père soit maintenant emmuré, emprisonné dans ce texte dont il est lui-même issu par sa langue, sa culture? Oui, tout à fait, et puis il y a une forme aussi d'intemporalité. Maintenant c'est écrit, bon peut-être que les livres disparaîtront un jour, mais en tout cas voilà, il y a une forme effectivement d'intemporalité dans l'écriture qui fait que même s'il a envie d'y échapper, le texte est là. Enfin voilà, il y a une forme, ça a été dit, ça a été écrit, et même si on n'y pense plus dans 10 ou dans 15 ans, il y a quelque chose qui a été fixé à un moment dans l'histoire de cette relation-là, et à laquelle effectivement il ne peut pas vraiment échapper. Catherine Robert, Frédéric Gros parlaient de cette honte qui doit être partagée, qui doit être renversée. Et est-ce que seule la littérature est là justement pour renverser cette honte et libérer d'une certaine manière? C'est Deleuze qui disait que l'écriture, c'est libérer la vie que l'homme ne cesse d'emprisonner. Est-ce que vous avez cette impression que l'écriture, seule l'écriture, et notamment l'écriture romanesque, permettent cette libération-là? Alors non, je ne pense pas qu'il n'y ait que ça. J'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question de la culpabilité et de la honte, de ce truc complètement renversé où vous avez la victime persuadée que c'est elle qui est responsable de tout ça. Et voilà. J'ai vraiment beaucoup réfléchi, je me suis dit en fait, pour vraiment réussir à se débarrasser de cette honte qui vous englue la vie, ça ne doit pas trop se dire, vous englue la vie, mais c'est pas grave, vous voyez l'idée, pour se débarrasser de ça, eh ben, il faudrait que l'agresseur demande pardon. J'ai reçu une éducation chrétienne et le pardon a une valeur extraordinaire, très forte. Je me suis dit, c'est ça, ça y est, j'ai compris, c'est ça, il faut qu'il demande pardon. Il a vaguement demandé pardon à ma sœur. Puis on est ressortis de là, on en a parlé toutes les deux. On s'est dit quand même, il a dit un peu pardon. Bon, puis on est rentré chez nous, puis bon, je me suis dit, bah ok, oui, c'est pas rien. Mais en fait, sur le chemin, en rentrant chez moi, et à force de lire aussi différents romans, ce sont aussi mes lectures qui ont fait naître cette réflexion, je me suis dit en fait, le pardon, c'est pas le pardon de l'agresseur, c'est à la victime de se pardonner elle-même. Oui, je te pardonne, petite fille que j'étais, je te pardonne, toi la petite fille, d'avoir été celle qui l'a choisie. Je te pardonne de t'être retrouvée dans cette situation. Je te pardonne de cette situation dégueulasse. Là, je te pardonne. Et je pense que ce cheminement-là, du pardon qu'on se donnerait à soi-même, à mon avis, elle est là, la clé pour retrouver un cheminement. Parce que le but dans tout ça, c'est quand même d'être heureux, d'avancer vers la lumière, de cheminer. Et donc c'est ça.
Moi, c'est là vraiment, à force, je vous dis, mes lectures de différents romans, et c'est là que la littérature intervient. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est le fruit de mes lectures, de romans, et de mon expérience, mais tout ça mélangé. Voilà. J'en parlais avant aussi de cette importance de la forme. Il y a une écrivaine dont aussi ce rapport à l'intime est extrêmement important et où l'intime devient politique et pas simplement littéraire, c'est Annie Ernaux. Elle va nous parler dans une archive de France Culture de cette importance à un moment donné de la forme, on va l'entendre. Mon souci premier, c'est de trouver une forme pour ce que j'ai à dire et qui est issu de ma vie, de ce que j'ai vu, entendu, de ce que j'ai traversé, tout simplement, de mon enfance, du monde autour de moi jusqu'à maintenant, et qui continue évidemment de m'entourer, et de trouver une forme pour ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, une forme? Eh bien, c'est très difficile de l'expliquer, mais c'est justement en dehors de tout modèle. C'est ce qui convient vraiment à ce que je ressens et qui va devenir une sorte de boule, qui fait boule de neige en moi au cours des années. Et il m'arrive de laisser en jachère très longtemps un texte commencé parce que je ne sens pas que la forme convient. Il y a dans vos deux textes cette adéquation entre la forme du texte et ce qui est dit. Catherine Robert, ce qui est saisissant, c'est qu'à un moment donné, quand les deux personnages, Clara et Chloé, quand vous témoignez, on vous dit, tu sais Clara, on ne voulait pas entendre, il y a quelques lignes, parfois on ne veut pas et on ne peut pas entendre. À quel moment donné, la forme du roman, c'est le lieu où finalement peut-être on entend et surtout on écoute. C'est-à-dire que le roman, c'est l'endroit de la liberté, et on est peut-être contraint quand on est dans nos discussions, quand on est à essayer de réfléchir à plusieurs, on a aussi, il y a un stress de la discussion, est-ce que je vais oser dire tel ou tel mot, évidemment, hein, et c'est vrai que là, la littérature permet ce recul, la fiction aussi, hein, du coup, ce passage à la fiction. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où au départ, j'écrivais un témoignage, et je voyais bien que ce n'était pas la forme qui allait me permettre de dire tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais... Est-ce que dans vous parliez d'un compagnonnage des auteurs, je poserai après la même question à Laure Bourrège. Quels sont les auteurs qui vous permettent à un moment donné de dire « j'écris » Il y avait cette édition d'Annie Ernaux dans Quarto où le titre était « Écrire la vie ». Quels sont les auteurs qui vous permettent à un moment donné, qui vous autorisent à écrire la vie? Mais cette question est incroyable. Quels sont les auteurs qui m'autorisent à écrire la vie? Alors, c'est vrai que je lis beaucoup. En plus, je vous le dis entre nous, je suis prof de français, alors vous voyez, je lis beaucoup et j'essaye de faire lire beaucoup. Vraiment, ce qui est sûr, c'est que je me nourris de toutes mes lectures. Alors après ça varie vraiment. J'ai des périodes. Hein. J'ai eu ma période Laurent Godet. Alors ça m'a nourri. Ça m'a nourri pendant un certain temps. J'ai eu ma période de littérature jeunesse avec Timothée de Fombelle, qui a une écriture absolument époustouflante, que je vous recommande. Même lisez les romans jeunesse de Timothée de Fombelle. On les appelle jeunesse, ça devrait être des romans pour absolument tous les âges. Et puis tous les classiques que je lis et que je m'offre parfois le luxe de les relire. Je crois que je suis folle amoureuse de Victor Hugo. Bon, et voilà, je vais puiser dans la littérature, effectivement, tout ce qui va... je ne sais pas dans quelle mesure, après, ça se retrouve, j'en sais rien. Puis, je n'ai pas encore beaucoup écrit non plus, donc c'est une question un peu vaste pour moi. Alors, Bourrège, il y a un certain nombre d'auteurs qui vous ont permis, autorisé des figures tutélaires. Avant de vous laisser répondre, on va entendre la voix de l'un de ceux-là, c'est la voix de Thomas Bernhard, qui nous parle de littérature et d'écriture. Un livre, comme on dit si bien, est toujours ancré dans un paysage. Jedes Buch ist in irgendeiner Landschaft, wie so schön heißt, angesiedelt. Nicht?
Mais je n'écris pas pour des abrutis à qui il faut tout servir sur un plateau. Ici, c'est l'herbe qui pousse, là, c'est un oranger avec ses oranges. D'abord, les oranges sont vertes, et puis elles deviennent jaunes, et à la fin, elles sont oranges. Quand j'écris, j'ai toujours le sentiment que tout le monde sait où je suis. Décrire la nature n'a de toute façon aucun sens, tout le monde sait ce que c'est stupide. Laisser un espace blanc. Les processus intérieurs que personne ne voit, c'est la seule chose qui soit intéressante en littérature. Ce que personne ne voit, ça a un sens de l'écrire. Alors on entend la verve, ce côté implacable de Thomas Bernhard, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit voilà, on n'écrit pas ce que tout le monde voit, on va dans les interstices, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas vu et qui pourtant est évident. Oui, c'est très drôle parce que j'ai pensé, c'était le seul auteur auquel j'ai pensé quand vous avez posé la question, Thomas Bernhard, que j'ai découvert il y a pas mal d'années, et je me suis dit c'est incroyable de pouvoir rire autant en lisant, et en même temps avec autant de profondeur, d'ironie, de finesse, d'intelligence. Et je pense que oui, l'idée de pouvoir rire de tout ça, enfin d'avoir un rire en même temps très sinistre, m'a donné envie, en tout cas, alors je ne me comparerai jamais à Thomas Bernhard bien sûr, mais en tout cas de me dire c'est possible. Et c'est possible d'avoir une littérature qui puisse parler de choses qui soient très profondes, très dures, et de pouvoir ironiser, de pouvoir avoir un ton aussi un peu détaché. C'est ça qu'il réussit aussi à faire à merveille dans tous ses textes. Et sinon, pour répondre à l'autre question, par rapport aux auteurs, c'est très difficile parce qu'en fait, moi, je suis tétanisée plutôt quand je lis beaucoup. Je trouve ça impressionnant, je trouve ça extrêmement, justement, inhibant. Donc, j'essaie de pas trop y réfléchir et certainement pas, en tout cas, de me dire que j'ai envie de rentrer dans cet univers qui me paraît très inaccessible, en fait, finalement. Et est-ce que durant l'écriture, justement, vous ne lisez plus au sens où vous ne vous laissez plus influencer par le dehors, les influences, ou est-ce que la lecture continue? Alors, elle continue, mais en général, j'essaye de lire des choses très différentes. Par exemple, effectivement, La fille du père, j'avais des lectures qui n'avaient vraiment rien à voir avec ça, et j'essayais de me tenir vraiment à distance. Et le deuxième roman que j'ai écrit après, justement, j'avais lu Béton de Thomas Bernhard juste avant, et je m'étais dit c'est une très très mauvaise idée parce que c'est une catastrophe. Maintenant j'avais tout son style, c'était comme j'étais imbibée par sa pensée, décortiquée tout, puis je me suis relue, je me suis dit mais c'est une catastrophe, c'est du mauvais, très mauvais Thomas Bernhard, il faut arrêter tout de suite. Donc je pense qu'effectivement il faut essayer, enfin en tout cas pour moi, c'est quand même de mettre à distance ce que j'aime trop, en tout cas au moment de l'écriture, ou ce dont je pourrais m'inspirer trop, parce que ça n'a pas de sens non plus d'essayer de faire ce que quelqu'un d'autre a fait avant. Ce qui est saisissant, vous en avez parlé avant, Catherine Robert, c'est quand vous allez voir les policiers et que les mots sont très importants, classés sans suite. Christine Angot en parlait aussi dans son dernier texte, Le voyage vers l'Est, où on parle de non-lieu. Et le non-lieu, c'est textuellement au premier degré, ce qui n'a pas eu lieu. Comment on arrive à travailler sur cet écart gigantesque entre ce que dit la loi et ce qui est vécu personnellement? Alors effectivement, ces mots-là, vraiment, sont extrêmement blessants, vraiment extrêmement blessants, mais en fait, on applique la loi. C'est la loi qui dit ça. Donc il y a tout ce vocabulaire-là qui est très blessant, et en même temps, je pense que c'est ça qui a été le moteur de la suite, le moteur de la lettre qu'on a osé envoyer au procureur, le moteur d'aller jusqu'à ce commissariat, jusqu'à cette brigade de protection des mineurs. Donc je pense que ça a été aussi très difficile d'accepter ces mots, et en même temps, j'admire que le procureur ait demandé à ce qu'il y ait eu une audition. Parce qu'à partir du moment où c'est classé sans suite, on peut très bien ne plus y toucher du tout. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines même, j'ai reçu un message d'un ami qui est procureur,
et qui a été vraiment interpellé par mon roman et qui a terminé en me disant qu'il avait été très en colère après son ministre parce qu'on leur disait justement de ressortir les affaires classées sans suite et de travailler dessus, eux qui sont déjà tellement débordés par les affaires en cours. Il était très en colère. Et il m'a dit que la lecture de mon roman avait fait changer son point de vue et qu'il ne traiterait plus de la même façon les dossiers classés sans suite de son département. Donc vous voyez là, le pouvoir de la littérature, c'est quand même extraordinaire. Je vous promets, j'étais émue aux larmes de me dire, c'est une mini-pierre, mais elle est là. Là, il y a un procureur quelque part qui va ressortir ses dossiers et qui va aller voir ce qu'on peut faire pour que justement, il n'y ait pas de non-lieu. On parle toujours de prescription. Je crois que, alors on varie 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. En réalité, tant qu'il y a de la douleur, il ne devrait pas y avoir de prescription possible. Alors ce que je vous dis là n'est pas très juridique. Je sais bien que ça ne peut pas s'écrire dans une loi, mais en fait c'est ça. Tant que la douleur est là, et ben point barre, voilà, il n'y a pas de prescription, puisque la douleur est là. Donc effectivement, ces mots-là, qui ont été très durs à accepter, ils ont été aussi le moteur d'autre chose. Dans vos 2 textes, il y a toujours un double mouvement qui est, je le disais au début, raconter et dire, et chez vous, Laure Gourèges, dans cette lettre au père, en quoi on pourrait dire qu'il y a une sorte presque de double deuil par rapport au père, comme s'il y avait une sorte à la fois de deuil littéraire, c'est-à-dire mettre à mal les mots du père, et en même temps mettre à mal la figure symbolique que représente le père, notamment quand la fille reçoit le mot d'un éditeur pour qu'elle soit publiée, il va lui dire comment faire, il va lui dire, donc, et ce moment est véritablement un moment de bascule, de libération. Oui, tout à fait. Effectivement, pour se libérer de l'emprise, ou en tout cas, il faut réussir à retrouver un rapport sain, ou en tout cas le plus simple et le plus égal possible avec l'autre personne. Et ça passe effectivement par une sorte de deuil, par le fait de faire redescendre cette personne-là du piédestal sur lequel on l'a mis, et essayer de se dire, voilà, cette personne est une personne humaine, avec une humanité, et c'est pas un immense génie, indétrônable. Donc effectivement, il faut réussir à ramener l'autre et en se hissant aussi soi-même, en ayant quand même un peu d'amour propre, parce que c'est ça finalement qu'on a détruit pendant des années. Et donc il faut reconstruire tout ça, et pour se reconstruire, malheureusement, oui, on le fait à partir effectivement d'un deuil. C'est comme si finalement il y avait une forme... Oui, on dit tuer le père, ben c'est un petit peu d'une certaine manière un petit peu aussi, en tout cas de la figure masculine et paternelle dans toute sa splendeur qu'elle peut avoir, et qui est d'écrasant et d'humiliant. Pardon, il y avait une deuxième partie à votre question. Non, mais c'est par rapport aussi à le fait que ça soit la lettre, oui. Donc c'est « je lui parle oui. », d'où cette oralité aussi, dans cette double structure, c'est-à-dire que je l'écris, mais en même temps, en l'écrivant, je lui dis comme si je lui parlais directement, c'est-à-dire que le destinataire est toujours là. Tout à fait, oui, oui. Mais c'est important qu'il soit là, je pense. D'où justement, comme on parlait au début, la forme de la lettre qui permet de s'adresser directement et en tout cas de faire semblant de résoudre quelque chose ou d'avoir une forme de discussion, et qui permet aussi d'ailleurs j'espère en tout cas, de ne pas être dans l'accusation uniquement, mais être aussi dans la réflexion et d'essayer de comprendre aussi pourquoi l'autre a agi comme ça, a eu ce comportement aussi. Donc ça permet aussi peut-être d'être dans l'empathie, de ne pas être seulement dans une forme d'accusation et de dénonciation. Oui, Catherine. J'ai fait plusieurs rencontres dernièrement avec Camille Kouchner, qui devait être là aujourd'hui et qui vraiment est désolée de ne pas pouvoir venir, mais elle est vraiment malade et absolument épuisée. Mais donc je vais vous raconter une petite chose qu'elle a dite à plusieurs reprises dans des rencontres. Je pense qu'elle serait tout à fait d'accord pour que je partage ça avec vous. C'est que, donc elle, vous le savez, elle parle notamment, entre autres, dans son livre, de l'agression que son frère jumeau a subie de la part du beau-père. Et donc, elle dit ce qui est tragique, c'est qu'en fait, il faudrait que je le déteste, cet homme-là. Il faudrait que je le déteste. Mais en fait, je l'aime. Elle a même dit, il est mon père. Il a été un père pour moi, il est mon père.
Voilà, donc vous voyez, et elle disait, c'est affreux, parce qu'en fait, il faudrait que je m'impose de ne pas l'aimer, alors qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Parce qu'il y a aussi une part de moi, on a vécu aussi des choses merveilleuses étant enfant. Il y a vraiment quelque chose de très complexe, là, je trouve, quand on est dans une situation, vraiment dans les situations, alors soit d'inceste, soit vraiment de relations familiales. Moi, là où on a eu de la chance, c'était l'agresseur était une personne extérieure à la famille, ce qui, je pense, change tout. Enfin, voilà. Voilà. Et donc, je voulais vous raconter ça parce que je trouve que c'est intéressant. En fait, on m'oblige, il faudrait que je le déteste. Et pourtant, moi, dans la petite fille que j'étais, il y a quelque chose de moi qui continue à pouvoir dire bah, je l'aime bien. Non, mais d'où cette idée, justement, vous le disiez avant, Catherine Robert, d'écrire à hauteur d'enfant et de garder cette complexité du réel et des choses. Je le disais avant, vous avez écrit notamment des contes musicaux. On va écouter une universitaire spécialiste du conte, Bernadette Bricou, nous parler de cette spécificité narrative du conte. Les récits de littérature orale, les contes, les mythes, les légendes, sont unis par une trame symbolique, et par une trame symbolique qui est peu visible, il est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'un certain nombre d'amoureux du conte, comme moi-même, s'attachent à décrypter. Mais cette trame invisible nous rappelle que nous sommes dans un monde où tout fait sens. Et ce que nous avons peut-être du mal à percevoir, dans un monde où aujourd'hui, très souvent, l'information nous parvient de façon extrêmement discontinue. Je pense aux tweets, par exemple, je pense aux clips, c'est-à-dire à des formes, au fond, de messages discontinus, mais qui ne s'inscrivent pas dans une trame. C'est qu'est-ce que cela peut avoir à nous dire, voilà. Et le conte nous parle, au fond, d'un univers où tout fait sens. Donc le conte est toujours relié à une signification. Il y a toujours un message dans les contes. Lévi-Strauss disait « La terre de la mythologie est ronde ». Et on ne saurait mieux dire, chacun de ces récits renvoie à un univers. Au fond, vous voyez, on est dans la trame de la planète des contes. La planète des contes, eh bien, c'est au fond la planète des contes, c'est un ensemble où chaque pièce du puzzle vient s'imbriquer étroitement et est à peu près inséparable des autres. Oui, tout fait sens dans le conte, Mathieu, tout fait sens dans le conte, et toutes les lectures que l'on fera d'un conte ne parviendront jamais à en épuiser le sens en même temps. C'est ça qui est vertigineux et merveilleux, c'est que le voyage n'est jamais fini. En quoi aussi le fait d'avoir travaillé sur le conte vous a permis de saisir cette réalité et pour montrer que tout fait sens dans ce qui a eu lieu, parce que vous êtes extrêmement précise sur le moment où ce prédateur Jean-Loup va voir Chloé, comment Clara réagit. Est-ce que c'est une manière aussi de décoder, de montrer que tout a une signification et que le roman permet ça aussi comme le conte? Alors je pense c'était vraiment une scène très délicate à écrire, comme vous pouvez l'imaginer. Je vais juste resituer un tout petit peu. Ma sœur a été agressée une après-midi par cet homme dans notre maison de vacances où on accueillait ce monsieur qui venait donner des grands concerts dans la région. Et on l'accueillait quelques jours chez nous. Parce que c'était un très très grand ami, mais vraiment très très grand ami de toute ma famille, toutes les générations. Le plus grand ami de notre famille. Et donc il a agressé ma sœur une après-midi et lui a annoncé, après l'agression, « Tu verras ce soir, on recommencera, ce sera merveilleux ». Et donc ma sœur a passé tout l'après-midi, elle avait donc 8 ans et demi, hein, ma sœur a passé l'après-midi à chercher une solution pour, voilà, comment échapper au loup. Comment échapper, et puis effectivement avec une incapacité d'aller dire à nos parents, à notre maman en l'occurrence qui était là, d'aller lui dire quoi que ce soit, tellement déjà le renversement s'était fait, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Elle avait déjà basculé dans la honte et la culpabilité. Et donc le soir, si je voulais resituer, c'est pour arriver à l'univers du conte, puisque le soir, ma sœur a eu l'idée on partageait la même chambre, a eu l'idée de venir se cacher dans mon lit. Elle a mis une poupée dans son lit à elle.
elle a mis une poupée dans son lit à sa place, sur son oreiller, et elle est venue se cacher derrière moi, donc elle était blottie derrière moi. Moi j'étais un peu comme une muraille, là, une petite muraille de 7 ans, et avec nos couvertures, une petite chambre sous les toits, rikiki. Et effectivement, là, le loup est arrivé pour venir chercher sa proie. Et donc il a bien vu qu'il y avait une barrière là, qu'il fallait réussir à passer cette barrière, même si c'était la petite là de 7 ans. Et finalement, à force de dire non, vous voyez, comme à force de lutter toute la nuit, vous savez, comme la chef de M. Seguin, sauf que c'est un mauvais exemple parce qu'elle meurt, je crois, le lendemain, la chef de M. Seguin, donc c'est un très mauvais exemple. Mais en réalité, il y a eu cette lutte, et à la fin, il a fini par renoncer et partir dans sa tanière. Et effectivement, ici, vous voyez, même là, pour vous raconter cette histoire aujourd'hui, je n'utilise qu'un vocabulaire, je vous parle de loup, de tanière et de maison de poupée, ou quasiment, parce qu'en fait, dire le réel de face, comme ça, de façon brute, abrupte, c'est trop dur. Même aujourd'hui, j'aurais même pas envie de vous dire tel quel les mots, parce que j'en peux plus de ces mots-là. J'en peux plus, même si je les ai rarement vraiment prononcés, mais ils sont tellement là. Donc l'univers du conte nous sauve, et effectivement, tout prend sens. La couleur, l'odeur, tout. D'ailleurs, mon éditrice m'a dit quand même, là, faudrait en enlever un peu. J'avais fait le loup, j'avais fait une odeur de chacal, enfin bon, j'avais un peu chargé quand même. Donc j'ai un petit peu lissé petit à petit dans l'écriture, mais effectivement, c'est cet univers du conte qui pour moi a été, enfin voilà, j'y ai vraiment trouvé. Et en même temps que j'écrivais La caresse du loup, j'avais aussi besoin d'écrire un peu autre chose, et j'ai écrit des contes pour enfants cette fois-ci, des contes musicaux, puisque la musique n'est jamais loin de mon écriture. À chaque fois que j'écris, la musique pointe son nez, et donc j'ai écrit 2 contes musicaux, et ça a été pour moi vraiment aussi une soupape. J'ai écrit sur les Métamorphoses d'Ovide, qui est un texte que j'adore vraiment, que je trouve absolument extraordinaire. Et puis une autre histoire, l'histoire d'une petite fille. Vous voyez, j'avais toujours quand même des petits liens. Et donc pour moi, ça a été vraiment une ouverture vers une planète entière. Et cette importance, je le disais, de l'oralité, que ce soit par la lettre ou chez vous, par le conte, est-ce qu'elle passe lors de l'écriture par une mise à l'oral? Puisque à ce niveau-là, dans La caresse du loup, il faut que tous les mots soient justes, notamment il y a des dialogues, mais toujours dans la retenue. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une mise à l'oralité, puisque Christine Angot aussi en parlait, quand on doit aller chez le juge ou chez la police, on utilise des mots à l'oral, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion ensuite de relire parce qu'ils ne passent pas par un texte écrit. Est-ce que là, c'est passé à un moment donné par des moments d'oralité? Vous êtes également enseignante en théâtre, donc est-ce qu'il y a eu besoin à un moment donné de voir la scène et de vous assurer qu'à l'oral, c'est ça, les mots que vous choisissiez pour le dire? Alors, je ne l'ai pas fait à l'oral. En revanche, si vous saviez le chaos qu'il y a dans ma tête quand j'écris, je finis ma journée absolument épuisée et j'ai fait résonner. Mais je me suis pas mise, je sais pas moi, à mon bureau à lire mon texte. Même j'ai trouvé ça assez dur en fait de lire, c'est difficile. En revanche, là j'ai le plaisir d'avoir été contactée par 2 artistes qui ont choisi mon roman pour en faire une lecture musicale. Ce sont 2 artistes du nord de la France là, qui vont aller donner leur lecture. Donc une comédienne qui va lire certains passages accompagnée par un violoncelliste. Et c'est vrai que moi j'étais trop proche du texte pour avoir cette capacité d'entendre vraiment la mélodie, j'allais dire. En revanche, j'ai vraiment travaillé l'écriture. Vous savez, comme quand on fait, j'ai toujours l'image qui me vient de quand on refait un mur avant de le peindre, vous savez, où on met de l'enduit, puis après on frotte, on repasse, comment ça s'appelle, la truelle, là où je sais pas quoi, on repasse dessus 1 fois, 2 fois. J'ai fait la même chose en écriture. Je suis repassée, j'ai fait tomber des adjectifs, j'ai fait tomber, souvent je disais 2 fois la même chose, c'est mon côté prof, pour être sûr que tout le monde ait compris. Je dis 1 fois, puis je le répète avec d'autres mots, je sais pas si... Bon, donc j'ai essayé d'épurer mon texte au maximum pour arriver, je voulais trouver l'essence, je voulais trouver un parfum dans les mots. Et pour ça, il fallait passer par voilà, tout ce cheminement vraiment d'aller à une économie de mots. Voilà. Vous le dites très justement, toute armée qu'elle est de sa jupe qui tourne, de sa fleur dans les cheveux, de sa rage, Clara entame une croisade de vérité. Elle part en quête des mots, ceux que l'on tait, ceux que l'on atténue. Elle va les mettre à nu
en restant aussi dans cette mythologie, dans cet univers du conte, Laure Gourège, est-ce que la fille du père, par cette lettre, c'est une manière de dire que l'empereur est nu? C'est-à-dire que le père est nu, on le met à nu, et qu'une fois qu'on sait qu'il est nu, on peut lui écrire cette lettre. Oui, alors justement, je reviens un petit peu tout à l'heure à ce que vous disiez, ça me faisait penser à l'oralité, et je me disais, en tout cas, en ayant écrit, j'ai jamais lu mon texte, mais j'ai imaginé mon père le lire, en revanche. Donc il y avait des phrases où j'imaginais que lui, il les lirait à voix haute, ou même à voix basse, mais qu'il y avait une forme tout d'un coup de lecture qui serait autre et qui ne serait pas la mienne. Et alors c'est drôle parce que du coup dans ces moments-là on a envie de se censurer. On avait dit ah non j'écris surtout pas ça parce que du coup il va le lire. Donc c'est difficile et en même temps voilà il faut se forcer parce que l'écriture est faite pour ça. Donc de se dire ben voilà je serai pas là à ce moment-là et ce qui est rassurant. Et pardon, du coup, j'ai oublié votre deuxième question. L'idée que l'empereur est nu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la honte a changé de camp par rapport à ce qu'on disait avant, et le fait qu'on s'autorise à écrire et à se rendre compte que tout ça, ce sont évidemment des constructions sociales, mais que ce n'est que des constructions, d'où cette idée de déconstruire que vous aviez utilisé avant comme terme. Oui, tout à fait, oui. Ben, effectivement, c'est important de remettre les choses à leur juste valeur et je pense que quand j'ai écrit, j'ai essayé de décortiquer un petit peu, et aussi bien le processus psychique, et puis tout le mécanisme qui s'est organisé autour de cette éducation, de cette emprise. Et en l'écrivant, effectivement, en l'analysant, c'est un petit peu la seule manière de voir aussi comment tout ça s'est organisé. Et en voyant comment tout ça s'est organisé, comme vous l'avez dit, cette mise à nu, ça permet aussi de la dédramatiser. On comprend, on se dit voilà, donc tu as fait ça à ce moment-là pour telle et telle raison. Et du coup, en trouvant les raisons et les causes qui peuvent paraître en fait finalement très concrètes, ça permet aussi de se dire bon mais moi en fait je fais pas partie de ça. Finalement en fait c'est ton mécanisme à toi, il t'appartient. Et moi maintenant je vais m'en extraire et je vais construire ma vie différemment. Mais c'est plus mon mécanisme à moi. Laure Gourège, Catherine Robert, merci. Merci. On va laisser la parole au public s'il y a des questions dans l'assistance. Ce processus de maturation entre ce que subit l'enfant ou ce que vit l'enfant jusqu'à l'expression orale, ou oui, quelque part, jusqu'à l'expression de sa souffrance ou de son vécu, ça prend quand même un sacré bout de temps. Il y a une maturation, enfin un mûrissement, je ne sais pas comment dire, mais c'est impressionnant ce temps. Merci. Justement, alors vous avez tout à fait raison, hein, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit, il y a toujours cette dimension du temps qui est très importante. Et je me dis, et c'est aussi une discussion que j'ai eue avec Camille Kouchner il y a quelques jours, peut-être que toute cette littérature qui sort sur ce sujet va aider à compresser le temps de réaction des gens autour. Moi, c'est là que je me dis, moi je n'en veux pas du tout aux gens qui ont mis du temps à réagir autour, parce que d'abord ils étaient anéantis comme nous l'étions, et on entend beaucoup ça, et la petite fille la voix qu'on entend qui parle dans votre livre, c'est pareil, elle met un temps fou, mais on ne peut pas en vouloir à ça. Et je me dis peut-être que ces livres-là vont permettre aux adultes autour, que ce soit les adultes de l'école, de l'enseignement, que ce soit les oncles, les tantes, les amis, les parrains, les je sais pas quoi, tous les gens autour, peut-être que toute cette littérature-là va aider à prendre conscience qu'il y a une réaction possible. Que ça, c'est pas normal et qu'il y a une réaction possible. Alors bon, vous me direz, ça arrive trop tard, ça veut dire que le mal est fait. Mais au moins, qu'on arrive à compresser ce temps. C'est l'espoir que j'ai. Oui, j'ai reçu quelques très, justement, lettres poignantes à la suite de la parution de mon texte, et toujours de femmes qui témoignaient un petit peu de la même forme d'emprise qu'elles avaient vécue.
et notamment l'une d'elles qui m'écrivait qu'elle avait 75 ans et que son père était décédé il y a à peu près 10-15 ans et qu'en fait elle pensait à tort qu'après le décès de son père elle serait libérée de ce poids et que finalement en fait enfin elle vivrait sa vie. Et elle disait dans cette lettre que pas du tout, qu'en fait elle n'avait pas résolu ces choses du vivant du père, et donc ne les ayant pas résolues du vivant, en fait elle continue dans la mort, et en fait cette espèce d'empreinte et de traumatisme, il continue d'être là avec elle, et ce que je comprends très bien, parce que mon père n'a pas besoin d'être là pour que je sois terrifiée, finalement c'est une espèce de terreur qui plane un petit peu, et qu'on construit soi-même, et qu'on entretient en plus. Et donc finalement, la question de l'âge, voilà, cette dame qui avait 75 ans disait qu'elle vivait toujours sous l'emprise de son père qui en plus était décédé. Et donc on aurait pu imaginer qu'elle aurait pu enfin s'en libérer. Donc voilà, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Y a-t-il une autre question? Je vais terminer avec une dernière question. C'était Philippe Jean dans Ardoise qui comparait la lecture à une blessure secrète mais amicale. Est-ce que vous voyez la lecture ou les mots ou le fait d'écrire comme cette blessure qui reste, mais une sorte de blessure amicale, empathique, qui aide quand même à construire, à vivre, à continuer? Alors moi, je vois plutôt la lecture comme vraiment une rencontre. J'ai vraiment... moi, c'est plus comme une rencontre. Alors j'entends bien la blessure avec empathie, mais je suis plus vraiment dans l'idée de la rencontre et que quand je referme un livre, les personnages sont toujours là, sont toujours très présents. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais je ne vais pas tous vous les dire, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, moi, c'est vraiment la rencontre qui me raconte le monde. Je vais revenir encore à Thomas Bernhardt, désolée, mais parce que dans beaucoup de certains des textes qui sont partiellement autobiographiques, il n'y a pas vraiment de personnage, et donc du coup pas forcément cette possibilité d'une rencontre, mais en tout cas je trouve que ça sort de la solitude énormément, parce que finalement, quand il a des tergiversations comme ça qui sont excessivement longues, et il est seul finalement, et ça permet aussi à soi-même tout d'un coup de se dire, ben voilà, on n'est pas les seuls à vivre ça, et effectivement c'est extrêmement encourageant et réconfortant. Laure Gorège, Catherine Robert, merci beaucoup. Je rappelle le titre de vos romans, La fille du père, chez POL. Je crois qu'on aura un nouveau roman qui arrive en janvier, toujours chez POL. Oui, toujours chez POL. Et Catherine Robert, merci beaucoup. La caresse du lot, aux éditions de l'Iconoclaste, de textes nécessaires, si pour dire et pour accompagner. Merci beaucoup à vous. Oui, j'en profite pour dire aussi que les deux autrices seront présentes pour dédicacer et pour échanger plus directement sur le stand au centre de Motoko. Merci à vous, bon après-midi.